Suite à son excellent emplacement, qui serait très favorable aux activités économiques, le premier bâtiment de la police nationale congolaise ne cesse d'être la cible d'un réseau mafieux des spoliateurs. Cette organisation criminelle cherche par tous les moyens illégaux pour mettre les éléments de la police dans la rue, malheureusement avec la complicité des quelques personnalités véreuses haut placées du pays. Ces patrimoines historiques de la police à valeur de musée. Entre-temps, Goma, chef-lieu du Nord Kivu, connaît depuis 2 semaines une pénurie de carburant à la pompe. Si certaines stations-service ont mis la clé sous les verrous, d'autres par contre ont préféré augmenter le coût du litre du carburant, passant de 3 500 francs congolais à 5 000 francs congolais à la grande désolation des usagers de la route. Le développement de ces titres et bien d'autres dans les corps de ces magazines Fiscalité et Développement que vous présente Didi Mavambu, Nombolo Pepe, Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci pour votre fidélité à cette chaîne pour suivre cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économico-financière et dossier de développement au pays de Joseph Kasavubu. Un réseau mafieux de spoliateurs menace à nouveau de déguerpir les policiers installés dans le premier bâtiment de la police nationale congolaise situé au croisement des avenues Confinant et du marché au centre-ville dans la commune de la Goumbé. Ce patrimoine historique fait l'objet de convoitises par certains hommes d'affaires puissants suite à son emplacement qui serait excellent pour des activités économiques. Ces réseaux mafieux de spoliateurs auraient des relations avec des personnalités haut placées de la République. Pour comprendre cette affaire, je vous convie à suivre ce dossier exclusif signé Jocelyn Lomba Baba. Voici les bâtiments de la première compagnie de la police ville de Kinshasa. Il a valeur de musée. Il existe ici depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui, il est sous menace de la spoliation répétée. L'immeuble est situé sur l'avenue du Marché dans la commune de la Gombe, non loin de l'avenue du Comex. C'est également ici que les premiers permis de conduire du pays étaient régulièrement produits et délivrés dans les années 1960. Depuis une dizaine d'années, le bâtiment fait l'objet de plusieurs tentatives de spoliation. Au total, 9 faux certificats d'enregistrement ont été déjà délivrés à cette adresse à 9 soi-disant propriétaires par des conservateurs de titres fonciers véreux qui font partie d'un vaste réseau de criminels économiques appelé EJUI, composé des avocats d'affaires, des juges, des politiciens immoraux, des fonctionnaires œuvrant au ministère des Affaires foncières, d'urbanisme et habitat et quelques hauts gradés de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Bref, une véritable mafia organisée qui opère au grand jour et qui a déjà dépouillé l'État congolais des centaines de ses immeubles et autres espaces verts ici dans la capitale comme en province. Comme si cela ne suffisait pas, des expatriés d'origine asiatique, dont quelques-uns étaient même déjà expulsés du pays pour des dossiers analogues, mais qui réapparaissent comme par enchantement à Kinshasa, profitent de l'inconscience de certains compatriotes, viennent de s'ajouter sur cette longue liste noire des spoliateurs. Un Asiatique vient donc d'acquérir, on ne sait pas par quelle magie ou miracle, cet immeuble de la police nationale qui a valeur de musée, nous l'avons déjà dit. Ces derniers, comme tant d'autres escrocs des grands chemins, brandissent des faux jugements aux autorités de la police chaque fois qu'il y a de nouvelles nominations à la police nationale congolaise pour prétendre entrer en possession de cet immeuble. Pour jouer à la diversion, ces spoliateurs avaient déjà commencé par déployer 3 conteneurs au rond-point qui se situe au croisement des avenues des Sénégalais et Flambeau, à moins d'1 kilomètre de là, non loin de la gare centrale de Kinshasa, pour y loger plus de 300 policiers qui y travaillent dans le bâtiment qui est menacé de spoliation. Se croyant plus forts que l'État congolais, ces faussaires bien connus disent à qui ils veulent les entendre qu'ils ont dans leur poche toutes les autorités du pays et que personne ne leur empêchera de déloger la police nationale de ces bâtiments comme ils l'ont déjà fait avec succès dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa.
Ils agissent vraiment comme si l'État congolais était déjà mort et qu'il n'y a personne qui peut les inquiéter. Quel mépris vis-à-vis de l'autorité de l'État. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment qui n'a jamais été désaffecté régulièrement, se trouve même un cachot. Si ce bâtiment appartenait à un civil ou un privé, comment peut-il y avoir un cachot et pourquoi faire? Il y a quelques jours passés, les policiers travaillant dans cet immeuble ont reçu une lettre de sommation judiciaire leur demandant de déguerpir dans 72 heures. Et pourtant, cet immeuble appartient bel et bien à l'État congolais et il est sur la liste du patrimoine immobilier de l'État congolais comme nous l'ont confirmé les occupants actuels de ces bâtiments. L'État congolais est appelé à faire le suivi de tout son patrimoine immobilier sur l'ensemble du territoire national. Il doit faire annuler tous les faux certificats d'enregistrement qui circulent au pays et qui détiennent les faux acquéreurs. Il doit réhabiliter tous ces immeubles et les équiper pour les rendre viables. Si en Inde, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Liban, en Europe et partout à travers le monde, on ne peut pas se permettre de spolier un immeuble de l'État, pourquoi en République démocratique du Congo cette pratique est-elle devenue un sport national facile à pratiquer? Il y a quelques années passé, votre magazine Fiscalité et Développement, par le biais de son directeur général, Jérôme Sekana Penepapa, avait saisi le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Moleno, pour dénoncer cette pègre, pour en savoir un peu plus sur ces réseaux mafieux et obtenir des informations précises sur les dossiers relatifs à la spoliation présumée de cet immeuble de la police nationale congolaise, mais dommage jusqu'à ce jour, aucune suite n'est venue du ministère des tutelles. Un silence radio qui frise la complicité avec les spoliateurs. Les vrais propriétaires de cet immeuble, Tankerele, est bel et bien l'État congolais. Pour plus de précisions, nous étions allés, il y a quelques années, à la rencontre de l'ancien sénateur Pascal Massela, paix à son âme parce qu'il n'est plus de ce monde. Ancien commissaire en chef de la police en 1963, lui qui connaissait les dossiers jusqu'à dans les moindres détails de cet immeuble tant convoité pour y avoir passé son stage professionnel de policier en 1961. Il nous avait parlé à l'époque avec son cœur et sans équivoque. Je n'étais pas simplement sénateur, j'étais commissaire du peuple. En quittant la police, j'étais affecté à l'auditorat général. De l'auditorat général, j'étais muté aux anciens combattants. Je suis le tout premier secrétaire général aux anciens combattants. D'abord, directeur urbain de la ville de Kinshasa, directeur urbain des anciens combattants. J'étais muté de la défense parce qu'à ce moment-là, le ministre de la Défense était le chef de l'État lui-même. Depuis 60. Cette maison était toujours la maison de la police. Même lorsque j'ai quitté la police territoriale, et puis la police était devenue nationale, je suis allé à la police minière, et cette maison était là. Il y a des collègues qui travaillaient toujours là-bas. Depuis que je suis là, ça a toujours été à la police. C'est maintenant, ce jour ici, après l'arrivée de l'Abdel, que j'entends qu'on a acheté ça. Si quelqu'un dit qu'il a acheté, je ne sais pas comment, parce que vous êtes, je ne sais pas, 3e ou 4e personne qui vient me voir, mais moi, je connais cet immeuble-là, c'est l'immeuble de la police. Notre interlocuteur avait révélé qu'à son époque, qu'il avait aussi géré les bâtiments de l'État congolais, il n'avait vendu aucun. C'est lui d'ailleurs qui avait instauré le contrôle physique du personnel sous les drapeaux dans l'armée et avait fait preuve de transparence et bonne gouvernance. La maison des anciens combattants qui était là, tout ça c'est moi qui gérais. Même la cité des anciens combattants là, c'est moi qui gérais. Mais je n'ai jamais eu même une parcelle là-bas. Et quand on doit vous parler de contrôle physique, la première personne qui a fait le contrôle physique, c'était moi. Ici. Et chaque fois lorsqu'on payait, il y a de l'argent qui est resté. Le premier mois, je suis allé remettre aux finances 15 mal d'argent. Le deuxième mois, 30 mal. Alors lorsque j'ai commencé à faire le contrôle physique, beaucoup de gens ont fui. Or, dans le listing, il y avait des arbres, il y avait de l'eau, il y avait
Des animaux, il y avait des poissons. Jusqu'aujourd'hui. Hein? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à ce moment-là. Alors, lorsque je faisais ça, lorsqu'on a changé, le général Nyamaseko qui est parti, on a envoyé notre directeur de cabinet. Alors, les gens sont allés lui dire, si vous voulez voir clair ici, il faut imiter ce type-là. Parce que chaque fois, l'argent qui reste, il va remettre ça là, aux finances. C'est ainsi qu'on m'imitera. Plusieurs milliers d'immeubles appartenant à l'État congolais continuent d'être spoliés jusqu'à ce jour au vu et au su de ceux qui sont censés les protéger. Rien qu'à Kinshasa, on compte plus de 1050 maisons de l'État déjà spoliées. Le gouvernement congolais doit sévir avec puissance pour rétablir l'État congolais dans ses droits légitimes, car l'État c'est nous tous, y compris les générations futures. Nous ne devons jamais accepter que les expatriés puissent venir faire chez nous ce que nous ne pouvons même pas oser penser faire chez eux. L'autorité de l'État est une affaire de tout le monde. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions de fiscalité et développement. La loi est dure, mais c'est la loi. Ce reportage est dédié en mémoire de Pascal Massela, ancien commissaire en chef de la police en 1963 qui nous a quittés. Que l'âme de ces patriotes repose en paix. Cette nouvelle a fait effet de bombe dans le secteur financier congolais. D'importantes personnalités du pays, interdites de quitter le territoire national, ont vu leurs comptes bloqués au niveau des banques commerciales jusqu'à nouvel ordre en attendant la fin de l'instruction du dossier. Ces mesures provisoires prises par la Cour des comptes concernent Deogracias Mutombo Mwanatiembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo accusé, après enquête de l'inspection générale des finances, IGF, des présumées fautes de gestion ayant entraîné des détournements de 25 521 000 $ au préjudice d'abord de la GECAMINE pour 15 millions de dollars, ensuite du Trésor public pour 10 521 000 $. Sont aussi concernés par ces accusations pour leur présumée implication dans cette affaire au moment du fait, Albert Yuma Moulimbi, président du conseil d'administration de la GECAMINE, l'ancien directeur général intérimaire de la GECAMINE, 2 directeurs de la Banque centrale du Congo ainsi qu'un directeur à la Robank. C'est une affaire à suivre. Comme dans l'ouest de la République, le prix du litre du carburant à la pompe a aussi augmenté dans l'est de la RDC, dans le nord Kivu. Précisément à Goma, le coût du litre du carburant est passé de 3 500 à 5 000 francs congolais dans les différentes stations-service de la ville volcanique, et c'est à la grande désolation des usagers de la route. Les explications de notre correspondant dans le Nord Kivu, bienvenue Mwela Mukendi. Le gouvernement doit jouer son rôle et résoudre les problèmes que la population traverse, dixit certains motards et chauffeurs de taxis dans la ville de Goma. Cela va faire exactement 2 semaines que la ville volcanique et chef-lieu de la province du Nord Kivu connaît une pénurie en carburant. Situation qui a poussé certaines stations de service de mettre les verrous et à certaines d'autres de hausser les prix d'achat. Pour M. Eugène Katumbi, pétrolier de son état, les alertes étaient faites depuis un bon moment, mais qui n'ont pas été prises en compte par les comités de suivi au niveau de Kinshasa, afin d'avoir une nouvelle structure des prix au niveau des différentes provinces. Ça fait déjà pratiquement, aujourd'hui nous sommes à presque 1 mois, depuis que nous avions communiqué les éléments à intégrer pour que la structure de prix change. Quel est le principe? Lorsqu'il y a hausse de prix dépassant 5%, le ministre ayant l'économie dans ses attributions, il signe la nouvelle structure. C'est pareil aussi lorsqu'il y a baisse. Immédiatement, il signe la structure de prix conformément aux nouveaux éléments. Donc, l'achat, les transports, et vous avez tous ces paramètres pour avoir un PMF. Voilà comment ça se passe. Mais par moment, il y a des gens qui pensent que les opérateurs économiques et ils font des bénéfices énormes. Non. C'est un produit stratégique qui est contrôlé par le gouvernement. Pour certains revendeurs, motards et taximans bis, que le gouvernement puisse baisser les niveaux des taxes et prendre des mesures pour stabiliser les prix des ventes, comme aussi les prix d'achat.
Oui, surtout il a affecté. Nous nous rendons compte que nous n'avons pas des prix exacts de la vente des carburants. Certains disent que ça coûte 5 000 francs, d'autres disent que c'est 5 500 et nous ne savons pas par où nous pourrions avoir un carburant à un prix abordable. Les stations sont fermées et nous ne savons pas par où nous pourrions nous approvisionner en carburant. Maintenant, nous ne savons pas si nous allons demeurer dans cette même souffrance vu que nous vivons que sur base des taux du jour. Il s'est dénoté que le prix d'achat du carburant essence est passé de 3 600 francs congolais à 4 500 francs congolais chez les détaillants. Restons encore dans le Nord Kivu où les mauvais états de route, l'insécurité, la multiplicité des taxes tout au long des différents trajets ainsi que la guerre dans le territoire de Massissi et de Rutshuru sont les causes principales de la hausse des prix de haricots et pommes de terre dans la ville touristique de Goma, des denrées alimentaires très prisées par la population. Une fois de plus, retrouvons Bienvenue Mwela Mukendi dans ces reportages. C'est depuis plusieurs semaines que la situation économique de la ville de Goma devient de plus en plus alarmante. C'est le cas de la hausse de prix des denrées alimentaires des premières nécessités, entre autres les haricots et les pommes de terre qui ne cessent d'augmenter. Un sac de 100 kg d'haricots qui valait 80 $ s'achète présentement à 120 $. Un 1 kg de pommes de terre qui s'achetait à 1500 francs congolais coûte présentement 3500 francs congolais. Pour cause, l'insécurité créée par la guerre du M23, les mauvais états de route ainsi que la pluralité des taxes sont à la base de cette augmentation des prix de ces aliments dans la ville de Goma. Pour les commerçants et petits commerçants, ils lancent des cris d'alarme au gouvernement de bien vouloir restaurer la paix dans toutes les zones et territoires occupés par les M23. Normalement, le prix d'achat des haricots a haussé à cause des routes. Dans notre ville de Goma, nous avons 2 routes qui nous font parvenir les haricots. C'est la route de Massissi et celle de Rutshuru. Toutes ces routes sont bloquées à cause de la guerre. Nous demandons au gouvernement de fournir les efforts pour permettre une bonne circulation et de finir avec l'insécurité. Les haricots qui s'achetaient à 80 $, aujourd'hui, ils s'achètent à 120 $. Nous risquons d'aller même jusqu'à 150 $ et nous allons continuer de souffrir. Le prix des pommes de terre a augmenté parce que les cultivateurs n'ont plus le temps d'aller cultiver. Et cela, c'est à cause de la guerre. Et comme les cultivateurs n'ont pas les moyens de produire, nous de même, nous manquons de pommes de terre et nous ne savons pas où acheter. Notre gouvernement doit se battre pour finir avec la guerre. Et cela va permettre que les cultivateurs puissent cultiver et nous permettre de trouver les acheteurs. Pour d'autres commerçants, ils demandent aux autorités de mettre en valeur les francs congolais à la place du dollar et de veiller à l'interdiction d'exportation des haricots vers le Rwanda. Moi, je pose la question aux autorités qui nous aident à nous défendre. Pourquoi on refuse les francs congolais alors que nous sommes des Congolais? Ils considèrent plus les dollars. Le taux des dollars ne nous permettent pas d'avoir les aliments à un prix abordable. Le prix des haricots a augmenté ou le prix d'une calebasse s'achète à 3500 francs aujourd'hui. Et pourtant, il valait que 1500 francs avant. Le taux des dollars augmente tous les jours. Et pourquoi notre haricot doit traverser le Rwanda et pourtant eux ont déjà refusé que les haricots puissent traverser. Concernant la fermeture des routes, le M23 fait payer la taxe à un prix exorbitant. Les véhicules pour arriver jusqu'à Goma devient compliqué. Un sac d'haricots paye la taxe équivalente à plus ou moins 50 $. Bref, le M23 est à la base de l'augmentation. Il s'est dénoté que c'est depuis le début des guerres contre les rebelles du M23 que la situation économique est devenue difficile dans la ville de Goma. Le directeur général adjoint en charge des questions techniques de douanes et accises de GDA, Jean-Louis Baouna Mabolia, a lancé lundi 23 octobre dernier au nom du directeur général en mission
les travaux de relecture du Code des Axes devant les cadres et agents de la douane congolaise. C'était à l'hôtel Béatrice de Kinshasa en présence de Muriel Makese-Loutina et Landrine Nianki Lostine. Promulgué depuis 2018, le Code des Axes a fait l'objet d'une révision en profondeur par les membres de la commission chargée des relectures de cet instrument juridique utilisé par la Direction générale de douanes et axes de GDA. Durant plus de 5 ans, certaines dispositions contenues dans cette loi ont subi des modifications apportées par les différentes lois des finances. Il y a aussi quelques difficultés techniques rencontrées dans l'application du Code des Axes, d'où l'urgence s'impose pour des améliorations devant concourir à la production des résultats concluants. Et le directeur général adjoint de la DGDA en charge des questions techniques, Jean-Louis Baouna, représentant le directeur général en mission, a fondé beaucoup d'espoir sur l'expertise de ses cadres et agents. La législation des axes en vigueur, comprenant le Code des axes et ses mesures d'application, date de l'année 2018. Il importe donc de procéder à sa relecture en vue notamment d'y intégrer les modifications intervenues ainsi que les propositions pertinentes émanant des fabricants des marchandises et fournisseurs des services par le canal de la FEC et des services opérationnels de la douane. À cet effet, je voudrais ici rappeler que les recettes des axes occupent une part importante dans le budget de l'État. Pour l'exercice en cours, les prévisions sont de l'ordre de 1 442,7 milliards de francs congolais, soit 29% des recettes des douanes et axes. J'exhorte donc les experts ici présents à participer activement aux travaux afin de produire les résultats attendus dans le délai imparti. Ainsi, dans un environnement caractérisé par la mise en œuvre de la ZLECAf, impliquant la suppression progressive des droits des douanes, il importe d'optimiser les recettes des axes tant à l'importation qu'en régime antérieur en vue de l'atteinte des assignations. Et puis à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, les éléments de la brigade douanière sont dotés de nouvelles uniformes. Cette remise des pantalons noirs et chemises blanches qui renforce la visibilité de la police douanière sur le terrain a été effectuée lors du dernier séjour de travail du directeur général dans la capitale du cuivre. Les détails avec Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant permanent dans l'espace Katangé. Si l'habit ne fait pas le moine, comme on le dit souvent, on reconnaît néanmoins le moine par l'habit. Convaincu par ce principe, le directeur général de Douanes et Axes a, dans ses stratégies managériales, pensé à habiller correctement le douanier en exercice de ses fonctions. C'est dans ce sens qu'un lot important de tenues a été réceptionné fin septembre à la direction provinciale de la DGD à Katanga. Premier bénéficiaire des uniformes, la brigade douanière. La SDBLF, comme il nous est autorisé de doter la brigade, après avoir été dotée par la direction générale, aujourd'hui c'est la province du Katanga qui dote la brigade pour donner l'image du service que vous avez à gérer. Ici nous avons les chemises avec des lacets. Les chemises vont avec les pantalons. Les bottes qui vont avec, les bérets. Pour la première fois, nos brigadiers ont des imperméables. Il a été demandé depuis longtemps que cela soit fait. Et grâce au nouveau comité dirigé par M. Bernard Kabese, M. Baouna et M. Kalenga, aujourd'hui nous avons une douane dotée. Et cela, ce n'est pas seulement la brigade et les autres services aussi le seront. Mais comme vous le savez, c'est la brigade qui passe au-devant, au niveau des frontières. Et c'est pourquoi nous avons commencé par la brigade. Des chemises blanches, des pantalons noirs, des ceintures appelées web, des bottes et bien d'autres choses. Une dotation qui a fait la fierté du sous-directeur de la brigade douanière. Je remercie d'abord la haute hiérarchie de la DGDA
qui est dirigé par M. Bernard Kabese Moussango. Et je remercie aussi la province de Katanga, qui est dirigée par M. René Kalala, avec Mme Lesta Foubou-Kabange, pour cette dotation qui va permettre encore à la brigade de travailler davantage avec beaucoup d'applications et pourquoi pas de répondre aux représentants de la hiérarchie en ce qui concerne la mobilisation accrue des recettes. Comme vous le savez, la brigade, nous sommes à la conduite en douane et puis nous sommes aussi au constat de sortie des marchandises. Donc nous sommes obligés de travailler avec beaucoup d'applications et avec cette visibilité, comme d'autres aujourd'hui, je crois que les gens seront encore beaucoup plus conscients, beaucoup plus éveillés pour produire des meilleurs résultats. Et pour rendre honneur au premier d'entre les douaniers lors de son dernier séjour officiel à Lubumbashi, la brigade douanière a brillé des mille feux et a attiré même l'admiration du directeur général qui ne pouvait retenir ses sentiments de fierté de voir ses gabous bien habillés. Les remerciements, c'est d'abord par rapport à la qualité de l'accueil. Je crois que la démonstration de brigade que je salue et que je remercie pour la parade formidable qui a été faite. Je voudrais faire un aphorisme, je vais dire la blancheur du caractère immaculé de leur uniforme, évidemment à l'événement, me laisse penser avec force que le meilleur est devant nous. Parce que le plus blanc immaculé, je ne l'ai jamais vu. Reste que le travail sur terrain doit justifier l'appui de l'administration nationale douanière pour une mobilisation plus accrue des recettes douanières. Toujours à Lubumbashi, la Direction générale des douanes et axes de GDA a procédé au lancement la semaine dernière de la formation de base des douaniers dans la province douanière du Katanga. C'est le directeur des ressources humaines qui a représenté le directeur général Bernard Kabese à cette cérémonie dans nos parts, dans ce reportage, Lambert Youma Ramazani. 200 agents et cadres de la DGDA Katanga sont concernés par cette formation. Une formation douanière de base offrant la possibilité à ceux qui n'ont pas pu passer par l'École nationale de finances de se mettre à niveau avec le rudiment de la matière douanière. La salle d'informatique située à l'entrepôt public ville de Lubumbashi servira de cadre à 2 classes concomitantes jour et soir pour 100 apprenants chacune pendant 5 mois et demi. Le directeur provincial de la DGDA Katanga, M. René Kalala, qui n'a pas tari d'éloge à l'endroit du directeur général Bernard Kabese pour la matérialisation de ce projet intervenu après 14 ans, attend par contre une performance ajoutée à son personnel, lui qui ne vise que le doublement des réalisations des recettes face aux assignations de sa province douanière. En ce jour où nous procédons au lancement de la formation douanière de base, qu'il nous soit permis de souhaiter à M. Terrache, au nom des cadres et agents de la direction provinciale et à notre propre, la bienvenue dans la province douanière du Katanga, la première province moyenneuse de recettes de la République. J'ai saisi cette occasion pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier chaleureusement et de saluer particulièrement l'initiative de la Direction générale des douanes et axes pour cette formation. À monsieur le directeur général des douanes et axes, nous citons Bernard Kabese Moussango, qui n'a pas hésité un seul instant à marquer son accord pour l'organisation de cette formation douanière de base. Nous exprimons notre reconnaissance en le remerciant pour son implication. Je ne doute pas que ce choix de la province douanière du Katanga est une occasion de nous permettre de doubler nos recettes, car l'étape de dépassement de recettes pour le Katanga n'est plus d'actualité. Bien plus, comme vous le savez, nous visons maintenant le
Le directeur des ressources humaines a attiré l'attention des agents et cadres retenus à cette formation sur le caractère sérieux, contraignant que revêt cette remise à niveau qui sera sanctionnée à terme par la remise de brevets. Le renforcement des capacités du personnel aux techniques modernes de gestion dans les domaines du commerce international en général et celui des douanes et accises en particulier est une des missions de la Direction générale des douanes et accises de surcroît de l'Organisation mondiale des douanes, OMD en sigle. Pour cela, la DGDA se doit de former et de recycler ses cadres et agents sur les matières douanières et accisiennes basiques et spécifiques avancées. C'est en réponse à ces soucis que 14 ans après, la haute direction de la DGDA a décidé d'organiser cette formation au bénéfice de 200 cadres et agents à Matadi et à Lubumbashi. Les résultats attendus de cette formation basique qui débute ces jours ici au site de Lubumbashi est de parfaire les compétences personnelles et professionnelles des cadres et agents apprenants afin de disposer d'un personnel ayant des compétences avérées dans les domaines du commerce international et des douanes et accises, pouvant l'aider à accomplir ses missions. Les enseignants sont choisis parmi les douaniers expérimentés de Kinshasa comme ceux de Lubumbashi. Le directeur provincial lui-même, enseignant à l'École nationale des finances, assurera quelques cours ici à cette formation. Et en ce premier jour du 18 octobre 2023, c'est Narcisse Pambou, sous-directeur de la brigade, qui a démarré avec le cours sur le tarif douanier. La douane a plusieurs missions. On va parler de manière succincte des missions essentielles. Il y a les missions qu'on appelle fiscales et il y a les missions économiques. Plusieurs autres animateurs de la formation défileront sur cette estrade pour répondre à la préoccupation de l'inspecteur des ressources humaines qui exprimait déjà il y a longtemps le besoin de mise à jour du douanier. Il y a beaucoup de nos collègues qui ont terminé les instituts supérieurs ou les universités sans être formés à la douane. Il est nécessaire que vous puissiez vous former pour faciliter à la douane aussi de faire beaucoup de performances. Cette formation a un intérêt capital. Chaque fois que nous sommes à Kinshasa, nous recevons des plaintes, des lettres des directeurs provinciaux. Que voilà, il y a un présentaire pour l'accroissement des recettes. Ce présentaire, c'est l'insuffisance de la formation des agents et cadres. C'est ainsi que le DG a balayé cette argumentation en disant que voilà, il faut maintenant organiser la formation. Au nom du directeur général des douanes et accises, je déclare ouverte la session de la formation douanière de base du personnel de la DGDA Katanga et vous remercie de votre amable attention. 5 mois et demi après, nous reviendrons sur cette session des formations, bien sûr pour la clôture, une session que tous voudraient bénéfique. La semaine du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a été caractérisée par sa participation au Forum Global Gateway 2023 à Bruxelles, au Royaume de Belgique. Priska Sekana Kinzonzi pour plus de précision. La RDC étant l'un des pays africains qui regorge d'importantes réserves en ressources minérales critiques et recherchées en cette période de transition écologique, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge était porteur du message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Forum Global Gateway 2023 à Bruxelles, organisé par la Commission européenne du 25 au 26 octobre 2023, sous le thème Partenariat sur les chaînes des valeurs durables, des matériels premières critiques et stratégiques. Nous, la République démocratique du Congo, comme vous le savez, regorgeons pratiquement toutes les substances minérales qui interviennent dans la transition énergétique. Nous voudrons inviter les investisseurs à nous accompagner dans l'exploration. Comme vous le savez, l'exploration est une condition sine qua non à l'accès aux minerais. Et c'est même le premier maillon de la chaîne. Nous explorons, nous extrayons, nous raffinons, nous transformons.
et nous commercialisons localement. Nous accompagnons le Premier ministre qui représente le chef de l'État. Les investisseurs vont arriver et puis la République démocratique du Congo pourra transformer localement ces minerais et cela sera porteur de l'emploi et puis changement des conditions de vie de la population congolaise. À la clôture de ces forums, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est montré satisfait d'avoir porté haut la voix de la RDC sur plusieurs thématiques de développement avec à l'actif 2 accords importants signés, notamment sur la chaîne des valeurs ajoutées des matériaux critiques congolais et sur le développement du corridor de Lobito. Ceci dans l'objectif de relier le sud de la RDC et la partie nord-ouest de la Zambie aux marchés commerciaux régionaux et mondiaux via le port de Lobito en Angola grâce au financement de African Fund Corporation et la Banque africaine de développement BAD. Autre chose à présent, le Fonds de promotion de l'industrie FPI et les experts de la cellule de gestion de projets et marchés publics ont procédé le 23 octobre dernier à l'Hôtel Royal de Kinshasa au lancement des travaux de rédaction du manuel de procédure de la passation des marchés publics. Ces travaux de 5 jours se sont déroulés sous les regards de l'autorité de régulation des marchés publics et de la Direction générale des contrôles des marchés publics. Objectif, c'est doter d'un cadre de référence et de contrôle interne des acquisitions au sein du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Geneviève Mizegele Katengesia, Fonfon Makitu Doma. Reportage. Hôtel Royal, nous sommes dans la commune de la Gombe. C'est ici que les 4 agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI, membres de la cellule de gestion des marchés publics, ont mis 5 jours dans un atelier pour élaborer les manuels des procédures de gestion des projets et des marchés publics. Ces travaux ont été initiés afin d'améliorer la gouvernance dans les processus de passation des marchés publics ainsi que maîtriser tous les textes y relatifs. Le manuel des procédures élaboré pourra connaître des mises à jour au fur et à mesure de l'évolution du cadre institutionnel du FPI. Toute modification du dit manuel devra être soumise à l'approbation écrite préalable à l'autorité de régulation des marchés publics ARMP et cellule de gestion des projets et de passation des marchés publics DGCMP, comme l'ont souligné les responsables de ces deux structures de contrôle de gestion des marchés publics. La CGPMP, c'est le service technique d'une autorité contractante. Et à ce sujet, il est impérieux que cette cellule ait effectivement un manuel de procédure. Nous sommes ici en tant qu'autorité de régulation des marchés publics qui réglemente justement les procédures en matière de la commande publique. J'ai mes experts qui accompagnent justement comme la DGCMP, le FPI pour l'élaboration de ce manuel. Voilà pourquoi nous sommes là pour accompagner cette initiative. La DGCMP est dans son rôle d'accompagnement des institutions dans le renforcement des capacités des institutions, des cellules de gestion des projets de marché public afin qu'ils puissent améliorer la gouvernance dans le processus de passation des marchés. Donc nous sommes vraiment dans notre rôle. Nous saluons l'initiative du Fonds de promotion de l'industrie, comme l'a si bien dit M. le directeur général. Ça va leur permettre de rentrer dans la régularité et de maîtriser tous les textes relatifs à la passation des marchés. Le directeur général du FPI, Bertin Mondimou Tshisekedi, qui a ouvert cet atelier, a nuancé dans son discours que l'élaboration du manuel des procédures va permettre à cet établissement public de cerner et arrimer les attributions de la cellule de gestion des passations des marchés publics dans l'ensemble et fixer les étapes des procédures relatives à la passation de marchés publics conformément à la loi en la matière. Nous avons réuni toutes ces intelligences pour
élaborer un manuel de procédure de la cellule de gestion de projets et marchés publics au sein du FPI. Tout cela, nous le faisons pourquoi? Parce que nous avons un objectif de rationalité et d'efficacité que nous devons introduire dans les circuits administratifs de la passation des marchés, et nous voulons également améliorer la gouvernance étatique de l'institution. Nous allons le faire pendant 5 jours. Les experts vont travailler et ils viendront nous soumettre en définitive les conclusions de leurs réflexions. C'est là pour nous permettre de repartir sur de nouvelles bases, parce que la cellule de gestion est un organe, est une structure importante dans la gestion d'une entreprise. Signalons que c'est depuis 2017 que les FPI avaient mis en place une cellule de gestion des projets et des passations de marchés publics CGMP afin d'accroître l'efficacité, l'efficience et la transparence dans la passation de marchés publics du FPI. En faisant recours à cette cellule de passation de marchés publics, les FPI avaient résolu d'instaurer un véritable système de liberté d'accès à la commande publique, de transparence des procédures, d'égalité de traitement et économie susceptible de procurer à l'entreprise des biens et services de qualité dans les conditions économiquement avantageuses. En vue de soutenir l'entrepreneuriat congolais, une dizaine de jeunes entrepreneurs du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu vient de parachever une formation dans la transformation de produits agricoles en Italie grâce au Fonds de promotion de l'industrie FPI. Cette formation fait suite à une sélection rigoureuse supervisée en amont par les experts de cet établissement public. Regardez. Une dizaine de jeunes entrepreneurs de 3 provinces de l'Est de la RDC, le Maniema, le Sud Kivu et le Nord Kivu, viennent d'être formés à l'étranger, plus précisément en Italie, dans la transformation des produits agricoles et l'entrepreneuriat grâce au Fonds de promotion de l'industrie qui les a pris en charge du début jusqu'à la fin. C'est ce que leurs représentants ont déclaré à leur arrivée à l'aéroport international de Goma, où ils ont été accueillis par le sous-directeur du FPI du Nord et Sud Kivu, Ezekiel Mutombo, représentant son titulaire. Suivez l'ingénieur Thierry Bourchachiré Mapendo et Madame Nadège Chirezi, tous jeunes entrepreneurs. Nous avons une formation pratique sur la transformation des produits agricoles et la création des unités de transformation. Donc notre transformation c'est beaucoup plus basé sur comment valoriser les produits agricoles en faisant la transformation pour que tout ce qui est produit en République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier puisse être valorisé au bénéfice de tous les Congolais en général. Si nous avons eu cette occasion de faire cette formation, c'est parce que c'est l'FPI qui nous a pris en charge, c'est l'FPI qui nous a supportés depuis le départ jusqu'au retour. Et voilà, même quand nous rentrons, nous avons les directeurs qui représentent les provinciales de l'FPI et donc nous remercions l'FPI profondément. Je suis allée en formation, comme le collègue l'a dit, sur la transformation agroalimentaire, en mettant un accent plus sur la qualité. Donc on a appris comment on peut produire sainement et aussi transformer les aliments pour arriver à autosuffire la population en besoin d'aliments pour la consommation. Ce que la population doit attendre de nous, c'est que nous avons appris quelque chose d'important et nous comptons déjà à notre retour commencer et si pas continuer ce qu'on avait déjà commencé, à mettre en pratique tout ce qu'on a eu comme notion. Donc on est censé mettre en place des unités de transformation agricole qui vont à la fois donner de l'aliment aux gens qui sont en nécessité, mais aussi la plupart de nos projets, ce sont des projets qui soutiennent l'environnement et donc ça va nous permettre aussi d'assurer une certaine stabilité sur le plan environnemental. Parlant au nom du FPI, le sous-directeur Ezekiel Mutombo a loué sa hiérarchie pour avoir posé ce geste en faveur de la jeunesse, un vœu réalisé du chef de l'État. Comme vous le savez, comme tout le monde le sait,
le Fonds de promotion de l'industrie, à travers son équipe dirigeante, conduite par le directeur général Modimu Tshisekedi, n'a pas dérogé à la vision du chef de l'État de pouvoir entretenir, soutenir les jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Les raisons pour lesquelles les fonds de promotion de l'industrie, suivant un critérium rigoureux, avaient porté sa sélection à travers trois provinces. Les étudiants ici présents viennent de différents coins. Il y a ceux qui viennent de Beni et de Butembo, d'autres de Goma. Donc 3 provinces sont représentées ici. Donc, nous sommes très heureux de leur formation qu'ils viennent de subir en Italie et nous espérons qu'à travers leur expertise, ils seront nos témoins partout pour non seulement montrer la volonté du chef de l'État par rapport au soutien de l'entrepreneuriat, mais aussi montrer l'image du Fonds de promotion de l'industrie par rapport à ce qu'il est en train de faire pour valoriser les talents des jeunes. Ces jeunes entrepreneurs, une fois à l'œuvre, vont créer de l'emploi et ainsi lutter contre le chômage, un des objectifs principaux du FPI. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 27 octobre 2023 a affiché un dollar américain à 2596,77 francs congolais, 1 euro à 2748,45 francs congolais, un franc CFA à 4,190 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 135,86 francs congolais. Au samedi 28 octobre 2023, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2450 et 2500 francs congolais les billets verts. Dans la majorité des communes de Kinshasa, à l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2300 francs congolais, 2500 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2570 francs congolais à la place Sabena dans la commune de la Gombe, 2600 francs congolais les dollars chez les opérateurs de télécommunications, 2400 francs congolais c'est le taux observé à Lusambo dans la province du Sankourou, et à Lissala dans la province de la Mongala. 2450 francs congolais les dollars à Boma dans la province du Congo central. 2470 francs congolais les dollars à Isiro dans le Haut-Touélé. 2500 francs congolais c'est le taux du dollar à la fois à Mweka dans le Kasaï, à Goma dans le Nord Kivu et à Bukavu dans le Sud Kivu. Les pics du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kolwezi dans la province du Lualaba où un dollar américain a valu 2550 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 28 août 2023. Hausse du cours du pétrole sur le marché international à la clôture de la semaine. À New York, les barils de l'or noir a valu 85,18 $, en hausse de 2,07%, et à New York 90,36 $, soit 2,50% d'augmentation. Le cours du gaz naturel s'est négocié à 316 $ le kilowattheure, soit une hausse de 0,19%. Le prix de la tonne du cuivre a chuté de 0,08%, se négociant à 7 938,90 $. Le cobalt a connu une augmentation de 0,05%, la tonne valant 32 995. L'or a bouclé la semaine en observant une stabilité à tendance haussière, coûtant 2005,84 $ l'once. Tendance baissière généralisée pour les principaux produits céréaliers, moins 0,16% pour le maïs négocié à 481 $ la tonne, moins 0,03% pour les riz dont la tonne s'est vendue à 16,22 $, moins 0,04% pour les blés qui a valu 576 $ la tonne.
Pour les autres produits agricoles, comme le café, depuis le début de l'année, son cours est en hausse de 29,12%. La tonne s'est négociée à $161, hausse de 66,18%. Pour le cours du cacao négocié à $3,852 la tonne et moins 17,77%. Pour le coton valant $84 la tonne. Triste nouvelle avant de clôturer cette édition de Fiscalité et Développement. C'est avec peine et tristesse que la rédaction de l'agence Galaxy Media AGM a appris le décès ce samedi 28 octobre 2023 à 22h au centre médical de Kinshasa, SEMCA, de l'éditeur du journal Forum des As et icône de la presse congolaise José Nawej, professionnel inouï et avéré des médias congolais, analyste politique de très haute facture, la plume d'or du moment, José Nawej, est une immense bibliothèque qui vient de brûler. L'ensemble du personnel de l'agence Galaxy Media et son directeur général, Jérôme Sekana Penepapa, présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu, à ses enfants qui étudient au Maroc ainsi qu'à toute la corporation journalistique de la République démocratique du Congo. Repose en paix l'indéfectible ami d'Agem et grand républicain, José Nawej. Merci de nous avoir suivis depuis le quartier Mwaka dans la commune de Kinshasa, sans oublier nos compatriotes de l'Est de la République. Nous sommes de cœur avec vous. Nos encouragements aux FRDC, Bendele et Koyate. Fiscalité et développement revient bientôt. Ça sera avec le même plaisir.